Alors bonjour tout le monde, encore toujours un plaisir de venir ici et de vous rencontrer et de parler de vieillissement. Dans les dernières années, j'ai parlé de mémoire, j'ai parlé de maladie d'Alzheimer et aujourd'hui, c'est un concept différent parce que je vais vous parler d'un effort qu'on a fait comme chercheurs d'essayer de mettre nos connaissances à la portée de la personne âgée dans la société, mais même de la personne moins âgée qui s'intéresse, qui souhaite bien vieillir. Et ça, en fait, l'initiative vient d'une collaboration qu'on avait eue il y a déjà 5 ans avec le groupe Maurice qui nous avait demandé de construire des conférences sur le bien vieillir et de les présenter aux résidents du groupe dans les résidences. Tous les chercheurs s'étaient mis ensemble et avaient partagé son expertise particulière. Puis, on a décidé d'en faire un livre parce qu'on s'est dit, ben, on veut pérenniser ça, on veut faire en sorte que ce soit pas juste une fois, mais que ça puisse être utile pour beaucoup de personnes. Et on a publié avec Michel Sirois, qui est quelqu'un qui écrit de façon magnifique et très accessible, des résumés de ces conférences. Alors peut-être pour commencer, un peu notre vision, ou enfin ce qu'il faut comprendre par rapport au vieillissement, je pense qu'il se passe des choses importantes et intéressantes par rapport à la conception du vieillissement dans la société. C'est clair que le vieillissement est actuellement en pleine mutation. Notre vision du vieillissement est en pleine mutation parce qu'on a une meilleure longévité, parce qu'on vit en meilleure santé et parce que les aînés veulent contribuer plus longtemps. Ils veulent être des vrais acteurs dans la société. Et puis, il y a des données très intéressantes au niveau démographique, moi, je trouve ça formidable, qui nous indiquent que si les choses continuent telles qu'elles sont maintenant, la moitié des enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre jusqu'à 100 ans. Ça veut dire que la moitié vont avoir 100 ans, puis ils vont peut-être avoir même plus que 100 ans. C'est beaucoup de monde, ça, qui vont être des aînés. Et ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Quand on travaille sur le vieillissement, on travaille pour les personnes qui sont âgées maintenant, on travaille aussi pour nos enfants parce qu'ils vont vivre longtemps. Il faut s'assurer qu'ils vivent avec tout leur potentiel. Et puis, ça nous amène à une autre vision du vieillissement, qui est, on peut-tu arrêter de dire que le vieillissement, c'est un problème et reconnaître que le vieillissement, c'est une opportunité, c'est une affaire formidable, parce que c'est le fun pour l'individu. Quand on vieillit, ça veut dire qu'on n'est pas mort à 45 ans d'un problème cardiaque ou d'un cancer. Et puis, c'est formidable pour la société aussi, parce que les aînés, je suis désolée, ils contribuent. Ils contribuent de façon incroyable. D'abord, il y a toute cette notion en Europe qu'on appelle la silver economy. C'est impossible à traduire, hein, parce que silver economy, c'est un jeu de mots sur le fait d'avoir des cheveux gris et le fait d'avoir une économie qui est silver, si on veut, qui est gagnante. Et ce que ça dit, c'est que, dans le fond, tout ce bassin de personnes plus âgées, ce sont des nouveaux marchés. C'est une opportunité pour les gens qui sont les gens d'affaires également. C'est des nouveaux potentiels de croissance, de développement, etc. Puis bon, pas seulement ça. Vous savez très bien qu'après la retraite, les gens restent très actifs et de plus en plus, ils contribuent à la société, souvent gratuitement en plus. Donc, ils soutiennent leurs enfants, leurs petits-enfants, ils font du bénévolat, ils s'engagent dans la communauté, ils s'engagent dans la société. Mais ce n'est pas rien, ça. C'est un don. Donc, pour moi, il faut cesser de parler du vieillissement comme un problème et reconnaître l'immense potentiel du vieillissement. Mais si on veut réaliser ce potentiel, il faut quand même être en santé. Il faut préserver notre fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est la fonctionnalité? C'est de dire, je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie de tous les jours. C'est ça la fonctionnalité. Et le pouvoir faire ce qu'on veut faire dans la vie de tous les jours, c'est le plus grand déterminant de la qualité de vie. C'est ça qui fait qu'on a une bonne qualité de vie et qu'on participe dans la société. Donc, c'est le fait de pouvoir d'avoir une bonne cognition, de ne pas avoir trop de problèmes de douleur, d'avoir une mobilité qui nous permette d'aller là où on veut, de pouvoir parler à ses proches, les entendre, bien les voir, etc. Donc, c'est ça la fonctionnalité. On ne parle pas de maladie, là. On parle vraiment des fonctions qui nous permettent d'être un véritable acteur de nos vies. Et évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que comme personne, vous pouvez agir là-dessus. Très tôt, en fait, dans votre vie.
Et les sociétés aussi peuvent agir pour donner des bonnes conditions à leurs personnes âgées. Alors, pour vieillir en santé, il faut avoir de bonnes clés. Alors, il faut avoir les clés et il faut avoir des clés particulières pour maintenir cette qualité de vie et jouir de la vie. La première clé, c'est de prendre sa santé en main. C'est de ne pas être passif face à sa santé. Hein? L'appropriation de sa santé. Vous avez déjà franchi cette étape-là parce que vous êtes ici. Vous êtes curieux, vous vous posez des questions, vous voulez qu'on vous amène des réponses. Donc, vous vous informez. Vous avez déjà la première clé. Vous êtes déjà des gens qui sont intéressés, curieux et avides de connaissances. Puis, probablement que vous n'êtes pas de ces gens qui acceptent qu'on vous dise « c'est normal à votre âge ». N'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal à mon âge. Ou en tout cas, moi, je ne veux pas accepter de ne plus être une personne à part entière, de ne plus être considérée comme une personne à part entière, de ne pas faire les loisirs qui m'intéressent, etc. Ceci dit, il y a plusieurs changements qui arrivent avec le vieillissement. Il faut le reconnaître, hein? Mais il y a des solutions. Les solutions vont nous permettre de réduire l'impact de ces changements-là sur la qualité de vie. Et ça, c'est un peu l'objectif de ce livre qui s'appelle « Bien vieillir en santé ». Le livre, ça vise à prendre sa santé en main et pas accepter qu'on nous dise « c'est normal à votre âge ». Et le livre, il comprend 11 chapitres. Donc, vous les voyez ici, je ne sais pas, oui, voilà, vous les voyez ici, les 11 chapitres. C'est sûr que j'aurais pu passer 3 heures à vous discuter de tous ces chapitres-là. On ne va pas faire ça parce qu'on a juste 1 heure et je vais me faire disputer par ma TV et par le groupe Avantage. Mais disons que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner là-dedans des items pour lesquels moi je me sens bien à l'aise de vous parler et qu'on peut peut-être aborder. Et vous allez voir aussi, ce qui est intéressant avec Avantage, c'est que la plupart de ces thématiques-là, de toute façon, sont abordées par les différentes conférences. Mais aujourd'hui, on va parler de l'activité physique. Oups. On va parler du sommeil, on va parler de l'audition, de la nutrition, de la santé psychologique et du fait de rester actif intellectuellement. Et ce que je dois dire aussi, c'est que chacun de ces chapitres-là, qui a été écrit dans le livre « Vieillir en santé, c'est possible », il a été écrit, si vous voulez, en collaboration avec un chercheur du centre de recherche qui mène des travaux de recherche dans ce domaine-là. Donc, moi, je n'ai pas une expertise dans tous ces domaines-là, c'est bien évident, mais ce que je vais faire, c'est que je vais être, si on veut, le témoin ou le porte-parole d'un domaine de recherche de notre centre ici. Le premier domaine de recherche dont je voudrais vous parler, c'est l'activité physique. C'est essayer de vous sensibiliser à l'importance d'adopter un mode de vie actif. Et on va voir un peu comment le faire au niveau de la résistance, de la force et de la flexibilité. Et ça, c'est un domaine de recherche. C'est un chapitre qui a été travaillé par Louis Bérère et Anthony Karellis, 2 chercheurs vraiment très, très reconnus dans ce domaine-là. Commençons par des chiffres. Des chiffres qui nous disent qu'au Québec, il y a plus de 50% des plus de 45 ans qui pratiquent aucune activité physique. Aucune. C'est beaucoup, ça, hein? Je ne vais pas faire lever la main. Rassurez-vous. Mais vous vous reconnaissez. Puis, une autre donnée intéressante, c'est que c'est la masse musculaire. On a tous commencé à noter ça. Hein, entre 20 et 70 ans, on perd 30 à 40% de notre masse musculaire. C'est important. Et ça a un impact sur notre qualité de vie, on va le voir. Alors, on ne fait plus beaucoup d'activité physique ou on fait très peu d'activité physique et pourtant, l'activité physique, c'est très important. Vous savez, le corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour être assis. Toute notre biologie, elle est faite pour qu'on soit très actif physiquement. Plus on est sédentaire, en fait, et moins on est résistant à tout un tas d'affaires. On est plus susceptible d'avoir des problèmes de chute, d'avoir des problèmes de douleur, on est essoufflé plus facilement, on a une perte de mobilité, on est moins capable de soulever des objets, etc. Donc, on voit bien que quand on est sédentaire, on a quand même un impact sur notre qualité de vie. Vous avez aussi, et ça, on l'illustre ici, c'est la perte musculaire qu'on observe avec l'âge.
Quand on a 30 ans, la masse musculaire, elle est intacte. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, on voit combien nos muscles perdent de leur volume. Et ça, c'est un élément qui est très, très important. Parce que ça introduit une espèce de cercle vicieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle la sarcopénie, qui est fréquent chez la personne plus âgée. Et donc, ça se définit par le fait qu'on ait moins de muscles, que l'effort que ça demande pour faire de l'activité physique ou pour monter les marches, ou etc., il est accru parce qu'on a moins de muscles. Donc, ça nous enlève un peu l'envie de faire de l'activité physique. Ça nous enlève de l'appétit, on mange moins. Tout ça réduit notre masse musculaire. Donc, on crée une espèce de cercle vicieux du fait de cette masse musculaire. Ce n'est pas notre faute, c'est normal avec le vieillissement, mais si on ne brise pas le cercle en forçant avec de l'activité physique, ben, on va accroître la masse musculaire. Et sûrement que vous en êtes rendu compte, si certains d'entre vous avaient déjà été hospitalisés, par exemple, où on se casse une jambe, où on est hospitalisé pour différentes raisons, on voit l'importance de l'activité physique sur la masse musculaire parce qu'on perd énormément de muscles quand on ne bouge plus pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment un effet très important. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice. Même quand on est à un âge avancé, il y a beaucoup de bénéfices à faire de l'activité physique et ce n'est pas vrai que le sport est dangereux pour les personnes âgées. C'est sûr qu'il faut adapter l'exercice à sa condition, mais le sport est très bénéfique. Alors, on va distinguer 3 éléments au niveau de l'activité physique. On va parler un peu des exercices de musculation, on va parler des exercices aérobiques et on va parler des exercices de flexibilité. Les 3 sont importants. Au niveau de l'activité physique de type musculaire, ça, c'est vraiment formidable parce que quand on fait de l'activité musculaire, donc ça veut dire des poids, forcer au niveau de la force musculaire, ou enfin exiger de la mobilisation au niveau de la force musculaire, ben, on peut complètement renverser notre perte de muscle. Donc ça c'est un bénéfice incroyable. Et ça peut permettre de prévenir des chutes, on supporte mieux les efforts physiques, on a plus d'appétit, on est autonome plus longtemps. Au niveau de l'activité aérobie, alors l'activité aérobie, on va le voir un petit peu tout à l'heure, c'est quand on s'essouffle. Hein, c'est marcher vite, faire du vélo, faire de la natation. Bon, l'activité aérobique, elle est extrêmement importante pour le cœur et les artères. Ce qui est nouveau, et ça, je vous dis, chaque fois que... Moi, je suis une spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Chaque fois que je vais à un colloque sur la maladie d'Alzheimer, je reviens en me disant, je me remets à l'activité physique. Parce que les données sont extrêmement convaincantes pour montrer que ça protège du déclin cognitif. Donc, ça a un effet sur le cœur, mais ça a aussi un effet sur le cerveau. Ça améliore votre attention, ça améliore la vitalité cognitive. Donc, c'est du tout bénéfice. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a 2 mécanismes. Quand on fait de l'activité physique et que notre cœur pompe un peu plus, bien, ça va favoriser le transport de l'oxygène. Et ça va oxygéner le cerveau. Donc, ça augmente le flux sanguin cérébral. Puis, il y a un autre effet qui est un peu plus direct, c'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique, quand on souffre en un sens, ça favorise la communication. Il y a des substances qui sont libérées et qui favorisent la communication entre les neurones, qui favorisent les connexions entre les neurones. Donc, ce sont des effets qui sont extrêmement positifs. Alors, les exercices aérobiques, ce sont ceux qui essoufflent. Donc, un bon niveau d'exercice aérobie, vous pouvez parler, mais vous ne pourriez pas chanter. Vous pouvez quand même maintenir une conversation avec votre conjoint si vous marchez ensemble, mais vous ne seriez pas capable de chanter, donc d'activer beaucoup votre souffle.
L'idéal, c'est 150 minutes par semaine. Ça peut paraître énorme, hein, 150 minutes, mais ça peut très bien être réparti dans la semaine. Ce n'est pas obligé de faire, d'être très intensif. Par exemple, ce n'est pas obligé de faire 50 minutes de ski de fond, là. Vous pouvez faire 30 minutes 5 fois par semaine. Vous pouvez même faire des petites périodes de 10-15 minutes de marche rapide 3 fois par jour. Hein. Monter les escaliers. Monter les escaliers, c'est déjà pas mal l'aérobie. Hein? Et ça s'insère dans notre vie quotidienne. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'aller au gym pour faire de l'aérobie. Les exercices pour la force, extrêmement importants quand on vieillit, justement à cause de cette perte musculaire qu'on a. Donc, et ça, encore une fois, on peut les faire avec des équipements très simples. Vous avez quelques exemples ici d'activités où, par exemple, avec une chaise, où on va tout simplement se lever et se rasseoir tranquillement pour augmenter la force des cuisses. On peut aussi utiliser des boîtes de conserve pour augmenter la force des bras. Très simple, faites ça à la maison, assis, tranquille. Et vous avez d'autres exemples ici, par exemple, pour augmenter la force des épaules ici et des bras ici. Donc, des exemples qui ne nécessitent aucun équipement. Et si vous le faites 2 fois par semaine, 15 minutes, c'est déjà formidable. L'équilibre, la flexibilité, excusez-moi. Flexibilité, très important. On perd beaucoup de flexibilité hein, quand on vieillit. Les exercices d'étirement, c'est très agréable à faire. Ça s'intègre très bien dans notre vie de tous les jours. Mais vous pouvez aussi participer à des activités comme le yoga sur chaise ou faire du tai chi. Vous savez que même jouer au quai, c'est un exercice de flexibilité à cause de ce que ça demande de flexibilité au niveau du bras. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices, introduire ça dans votre vie de tous les jours. Vous les faites 2 ou 3 fois par semaine et vous allez en sentir les effets très rapidement. Comment on intègre ça dans sa vie? Bien, d'abord, il faut adapter. Il faut se connaître, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il faut adapter les activités physiques à son propre style de vie. Donc, ça peut être du sport, mais vous savez que faire des tâches ménagères, c'est très exigeant au niveau aérobique. Quand on mesure la sédentarité d'une personne, est-ce que vous êtes active ou pas, on utilise aussi les tâches ménagères. Passer la balayeuse, là, c'est quelque chose, hein, mesdames. Alors, les tâches ménagères, vous comptez ça dans votre nombre de minutes d'activité physique? Absolument. La danse, le tai chi, je sais que ça, c'est très dangereux pour les couples parce que les couples se chicanent toujours quand on apprend de la danse ensemble. Mais c'est quand même une activité très, très agréable et qui est exigeante au niveau du souffle, mais aussi la marche rapide. C'est tout à fait intéressant de faire une marche rapide tous les 2 jours, faire 15-30 minutes de marche rapide. Alors ça, adapter ses activités physiques à son style de vie, s'offrir des conditions gagnantes. Vous savez que la moitié des personnes arrêtent leurs activités sportives ou d'activités physiques 6 mois après avoir commencé. Donc, c'est le fameux syndrome des bonnes résolutions du Nouvel An. Et 6 mois, ça peut être même beaucoup plus tôt que ça. C'est difficile de maintenir notre rythme. Hein? C'est difficile. Alors, il faut se mettre des conditions qui soient gagnantes. Il faut choisir une activité qu'on aime, évidemment. Vous n'aimez pas le gym, n'allez pas au gym. C'est plus facile si on participe en groupe ou en couple ou en duo avec un ami, on se motive, etc. Et puis, il faut une activité simple à pratiquer. Si ça vous demande 1 heure de bus pour aller faire l'activité physique, c'est sûr que vous n'allez pas la maintenir. Donc, vous devez choisir des choses qui soient assez accessibles. Il faut y aller par étapes. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens se disent, bon, moi, je me mets à l'activité physique, ça y est, je fais les 150 minutes prescrites. Cette semaine, là, on y va. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Vous allez abandonner. Il vaut mieux commencer petit à petit et ajouter des périodes au fur et à mesure que vous découvrez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Écoutez votre corps. Très important. D'abord, si vous commencez un programme d'entraînement, surtout s'il y a des éléments d'aérobie, mais même si il est assez intensif, vous êtes mieux de consulter votre médecin.
Et si vous ressentez, c'est normal de ressentir des inconforts, mais on ne devrait pas avoir mal quand on fait de l'activité physique. On ne devrait pas sentir des douleurs. Donc, il faut faire attention à ce type de choses. Donc ça, c'est un peu, c'est la première clé, être actif sur le plan physique. Deuxième clé pour bien vieillir, bien dormir. Et ça, c'est un chapitre qui a été écrit, entre autres, par Michel Sirois et Dr. Dang Vu, qui est un spécialiste du sommeil. Voici quelques chiffres. Il y a à peu près 45% des personnes âgées qui ont des difficultés de sommeil. C'est beaucoup. Et ça peut aller de quelques nuits jusqu'à plusieurs semaines où on dort mal. Alors, les personnes âgées vont se plaindre d'avoir un sommeil plus fragile, être moins vigilant avec l'âge. Il faut comprendre aussi que quand on vieillit, notre horaire change, qu'on appelle le cycle circadien. Les gens deviennent plus des gens du matin. Quand on est jeune, on est plutôt du soir. Hein? Donc, les jeunes, et on le sait, les adolescents, ils ont beaucoup de mal à se lever le matin. Au fur et à mesure qu'on vieillit, le cycle se décale et on va se lever plus tôt, on va se coucher plus tôt. Donc, il y a des modifications au niveau du rythme du cycle circadien. Les épisodes de sommeil aussi sont plus courts. Le sommeil est plus fragmenté, on tend à se réveiller davantage. Ou on a des micro-sommeils davantage. Il est plus léger. On se réveille plus facilement s'il y a du bruit, par exemple. Les gens vont avoir tendance à faire plus de siestes aussi. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on a aussi plus de problèmes avec le décalage horaire, le travail de nuit, plus sensible au café, etc. Et ça, c'est un problème parce que le sommeil est très important. On sait que le sommeil sert à reposer le corps, mais on sait aussi qu'il y a des fonctions réparatrices pour le cerveau. Le sommeil permet même de consolider nos souvenirs et nos apprentissages. Certains chercheurs qui ont montré que quand on apprend quelque chose, on va faire une sieste, on est meilleur après. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des siestes, il y a des changements au niveau de notre cerveau qui vont permettre de renforcer la trace de mémoire. Donc, c'est important de dormir et c'est important d'avoir un bon sommeil. Pourtant, l'architecture, ce qu'on appelle l'architecture du sommeil se modifie. C'est quoi l'architecture du sommeil? C'est que pour étudier le sommeil, les chercheurs ont réalisé que si on met des petites, ce n'est pas des électrodes, faire attention, c'est des petits capteurs qui permettent de capter l'électricité qui se dégage de votre cerveau. On est capable de voir que le sommeil a différentes ondes. Donc, il se passe un tas d'affaires quand on dort. Hein? Et on va par exemple, vous avez ici les stades de sommeil, l'éveil, puis l'endormissement, la phase de sommeil paradoxal, qui est la phase où on rêve, puis des stades plus ou moins profonds, hein, le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Et le stade 3, c'est le stade le plus profond, c'est du sommeil lent. Et on voit qu'on commence par l'éveil, et puis tranquillement, on s'en va vers les stades les plus profonds. Ici, vous avez ce qui se passe chez une personne jeune. On voit que le stade profond, il est assez long, il dure quasiment 1 heure, et puis on repasse, on revient à des stades plus légers, et on revient à des stades de sommeil profond. Et vous voyez ici que petit à petit, le début, on a beaucoup de stades profonds au début de la nuit, et puis on a de moins en moins, puis à un moment donné, on se réveille. Ça, c'est une personne jeune, et ici, vous avez la même configuration pour une personne plus âgée. Et ce qu'on voit, c'est que l'endormissement est plus long. Les stades de sommeil lent, qu'on appelle la stade 3, sont beaucoup plus brèves. Et ça, c'est important parce que c'est un stade qui est le plus réparateur pour le cerveau. Il est raccourci avec le vieillissement. Donc ça explique en partie le fait que le sommeil soit... ça illustre ces changements qu'on observe au niveau du sommeil quand on vieillit. Il y a d'autres causes, hein? Ça c'est l'architecture du sommeil. On voit aussi d'autres causes qui vont faire en sorte qu'on dort moins bien. On sait que les gens, par exemple, en vieillissement, il y a une plus grande vulnérabilité au stress. Il y a certains médicaments aussi qui vont avoir des effets secondaires sur le sommeil.
Il y a des maladies qui vont vous causer de la douleur, puis qui vont faire que vous allez moins bien dormir. Si vous avez très mal au cou, par exemple, vous allez peut-être avoir du mal à trouver une bonne position pour dormir. On sait qu'il y a certains désordres du sommeil, comme l'apnée du sommeil, qui va occasionner des difficultés importantes. Donc, il y a différentes autres causes qui vont expliquer les troubles du sommeil. Et tout ça va entraîner un certain nombre de problèmes parce que vous êtes en privation de sommeil. Si ces gens-là sont en privation de sommeil, et ça veut dire qu'on somnole plus, on est plus irritable, on est un petit peu plus lent quand on doit faire des tâches, on a un petit peu moins bonne concentration. Donc, c'est sûr que les problèmes de sommeil peuvent contribuer aux changements qu'on observe quand on vieillit. Si on dort moins bien, ça va avoir toute une cascade d'effets. Mais il y a des façons d'améliorer le sommeil. La première, c'est l'environnement. Vous devez adapter l'environnement. Les jeunes peuvent dormir sans rideaux aux fenêtres, il n'y a pas de problème. Quand on vieillit, c'est plus difficile. Donc, il faut une chambre sombre, il faut un environnement calme, il faut une chambre bien aérée, une bonne literie. Ça a l'air de rien, ça vous semble banal, mais ça peut faire toute une différence. Bon, j'ai mis le conjoint. J'ai rien contre le conjoint. Mais vous connaissez bien le phénomène de « je me réveille, ça te réveille, tu te réveilles, on se réveille, etc. » Il y a même des gens qui pensent que peut-être que c'est pas plus mal d'avoir 2 lits ou alors un très grand lit. C'est vrai, ça peut aider. Si on dort pas, ben levez-vous. Levez-vous. Ça fait 30 minutes que vous tournez d'un bord puis de l'autre. Ben, on se lève. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'il faille attendre tout un cycle. Un cycle, c'est 90 minutes. Ben, si vous vous endormissez pas après un certain temps, peut-être qu'il faut attendre 90 minutes pour retrouver le cycle qui va vous permettre de vous endormir. Et si vous restez dans le lit, l'angoisse monte, vous devenez stressé, etc. Donc, il vaut mieux que vous sortiez du lit, faire une activité calme, aller ailleurs, dans une autre pièce, et vous reviendrez vous coucher quand le sommeil va revenir. Et il va revenir, en général. Faire de l'activité physique, c'est un bon somnifère. Il ne faut pas le faire le soir. Hein. Il faut le faire le jour, parce que quand on fait de l'activité physique trop proche de l'heure du sommeil, il y a une espèce d'augmentation de notre niveau d'excitation globale et on ne réussit pas à s'endormir. Mais si on fait de l'activité physique le jour, ça va nous apporter une certaine fatigue qui va nous faciliter notre endormissement. Il n'y a pas de problème à faire une sieste. Parce que même si on vieillit, on a besoin du même nombre d'heures de sommeil. Si vous ne l'avez pas pendant la nuit, il faut la prendre le jour. Il n'y a pas de problème à faire de sieste. Mais faites-les courtes de préférence et faites-les pas trop tard. Parce que si vous la faites trop tard, évidemment, ça va faire que vous allez avoir du mal à vous endormir. Un autre élément important, et je sais que que nos spécialistes en incontinence travaillent beaucoup avec Avantage, c'est réduire les problèmes d'incontinence ou les problèmes d'aller faire pipi la nuit. Si vous êtes sensible à ça, essayez de réduire la prise de liquide après 18 heures. Parce que c'est sûr que si vous avez envie d'aller aux toilettes, ça va vous réveiller, c'est évident. Et ça contribue à alléger votre sommeil. Attention aux stimulants, attention au café, attention à l'alcool, trop proche du sommeil, parce que ça va vous réveiller à 3 heures du matin. Et soignez votre horloge biologique. L'horloge biologique, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui se régule. Si vous avez un horaire régulier, si vous avez une routine de sommeil, ça aide votre corps à comprendre qu'à une certaine heure, vous devez dormir parce que c'est l'heure où vous dormez d'habitude. On a beaucoup parlé des appareils électroniques aussi, c'est bien vrai. Il faut éviter les appareils électroniques trop proches du coucher. Vous savez que la luminosité aussi des appareils électroniques, c'est une lumière bleue, c'est une lumière de jour. Et ça, donc, c'est une lumière qui dit à votre cerveau qu'on est le jour. Si vous voulez utiliser un appareil électronique, il y a des façons de réguler la lumière pour faire une lumière jaune-orange.
faites attention à ça et essayez de modifier la lumière de vos appareils électroniques ou de ne pas les utiliser juste avant le coucher. Et puis, si vous vous exposez à la lumière très vive le jour, ça aussi, ça peut vous aider à réguler votre rythme circadien. Alors, vous savez, le rythme circadien, c'est juste que votre corps, il comprend que le jour, il fait clair, puis la nuit, il fait noir. Et la lumière régule votre rythme circadien. Si on travaille, par exemple, la nuit, ou si on est très exposé à de la lumière vive la nuit, ça décale le rythme circadien. Juste rapidement, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, mais ça, c'est un problème majeur, les apnées du sommeil. Et je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de contrôler l'apnée du sommeil et de la traiter. Vous savez que les apnées du sommeil, c'est chez les ronfleurs qu'on retrouve ça. Et c'est des gens, je ne vais pas l'imiter, hein, mais mon mari est très bon. Il en a fait beaucoup. Donc, je connais bien le ronfleur qui fait des apnées du sommeil, qui ronfle et qui arrête de respirer régulièrement toute la nuit. Et ça, 20% des aînés en ont. Alors, vous pouvez vous imaginer... Et puis, il y a des facteurs de risque. Hein? Si on est plus âgé, si on a de l'obésité, si on a eu notre ménopause, on est plus susceptible de faire de l'apnée du sommeil. Et ça réduit tout l'apport d'oxygène au cerveau. Donc, vous vous imaginez que pendant la nuit, il peut y avoir des interruptions constantes de l'oxygène qui s'en va au cerveau. Et en plus, ça vous réveille chaque fois que vous faites une apnée, que vous cherchez votre air, que vous ronflez, vous vous réveillez et là, vous perturbez le cycle du sommeil. Alors, ça vous amène à être plus fatigué, à somnoler pendant la journée. Ça peut même occasionner des problèmes cardiovasculaires parce que le cœur est très sollicité. Quand on arrête de respirer, il y a une espèce de sollicitation du cœur après. Et puis, ça occasionne des problèmes de mémoire et d'attention parce que ça réduit l'oxygénation du cerveau. Il y a des façons de traiter l'apnée du sommeil et ça peut faire des miracles. Évidemment, il y a des appareils qui permettent de moduler l'apport d'air. Vraiment, si vous faites de l'apnée du sommeil ou que votre conjoint en fait, je vous encourage à l'aider à faire appel à ces appareils-là. Ça change la vie. Bon, et après, il y a des techniques un peu plus simples, dormir sur le dos, réduire le poids. Il y a des chirurgies, ça c'est un peu plus compliqué, mais les appareils qui régulent le flot aérien sont vraiment très efficaces. Alors le troisième domaine dont je voulais parler, c'était l'audition. Et ça, c'est un chapitre qu'on a travaillé avec Jean-Pierre Gagné. Pourquoi l'audition? Parce que c'est un problème tellement fréquent dans le vieillissement. 30% des personnes de plus de 65 ans ont des problèmes, des modifications dans leur capacité à entendre. Et ça monte jusqu'à 80% chez les personnes de plus de 85 ans. Puis l'audition, c'est évidemment important parce que c'est comme ça qu'on communique avec nos proches. Hein? Et quand on a des problèmes d'audition, ça a tout un paquet de problèmes ou de conséquences à tous les niveaux. Alors, l'audition commence à diminuer vers 40-50 ans. C'est inévitable, c'est irréversible. Et puis, ça affecte d'abord les fréquences aiguës. Donc, les fréquences aiguës, ça veut dire que tout à coup, on va se réaliser qu'il y a certaines sonneries qu'on n'a pas entendues, alors que nos enfants les ont entendues. Ou alors les voix de femmes, c'est un peu plus difficile d'entendre. On a l'impression que tout le monde marmonne. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Arrête donc de marmonner. Moi, mon mari marmonne tout le temps. Mais non, c'est vrai que j'ai un peu de problème d'audition. Ce n'est pas lui qui marmonne, c'est moi qui n'entends plus aussi bien les sons aigus. Alors, ça cause des problèmes au niveau de la conversation, puis surtout avec le bruit de fond. Donc, moi, aller dans un restaurant maintenant à la mode, c'est une torture. Parce qu'on entend, tout ce qu'on entend, c'est la vaisselle, le bruit des voix. On n'entend pas la conversation des gens avec qui on est. Les acouphènes aussi sont des problèmes très fréquents. Les acouphènes, il y a des gens ici qui ont des acouphènes. Moi, j'en ai. C'est des sifflements.
des bourdonnements qu'on entend dans l'oreille. C'est très associé avec la perte auditive. On pense que c'est comme si le système nerveux, finalement, recréait, il perd les hautes fréquences spatiales et il les recrée. Un peu comme un membre fantôme, si on veut. Bon, alors, les problèmes d'audition ont beaucoup de conséquences. Évidemment, si vous commencez à avoir des problèmes à entendre, ça demande beaucoup plus d'attention, c'est plus laborieux de suivre une conversation. Donc, ça occasionne de la fatigue. C'est fatigant. Il y a l'isolement social, conséquence importante, parce que petit à petit, on a l'impression qu'on est inadéquat, on ne veut pas faire répéter, on a peur de se ridiculiser, donc on reste silencieux, on ne participe plus aux discussions, puis petit à petit, ben, on ne sort pas. Donc, on ne sort pas dans les restaurants, on ne va pas dans le restaurant quand c'est... On ne va pas à une sortie si c'est dans un restaurant, parce qu'il y aura... Ou s'il y a, par exemple, plus que... quelqu'un me disait récemment, moi, je ne vais pas au restaurant s'il y a plus que 6 personnes, parce que je perds tout intérêt. Ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est que quand on a graduellement... Alors, je parle de graduel, là, des gens qui ont toujours bien entendu, puis tout à coup n'ont plus la capacité d'entendre aussi bien. Ben, ce qu'on réalise, c'est que ça diminue leur stimulation cognitive. Parce qu'évidemment, tout ça, le fait de moins interagir, le fait de moins sortir, le fait de moins écouter la télé, bon, parce qu'il faut la mettre très, très fort, puis que les voisins se plaignent, etc., ben, ça fait que petit à petit, on se réduit. On est moins stimulé. Et d'ailleurs, certaines études ont montré que ça augmentait le risque de troubles cognitifs ultérieurs. Et on pense que c'est parce qu'on devient sous-stimulé, finalement. Puis évidemment, il y a un risque accru d'incident. Si vous n'entendez pas le robinet qui coule ou une bouilloire qui siffle, ou vous traversez la rue Queen Mary puis vous n'entendez pas la voiture, ben, c'est un risque au niveau des incidents et des accidents. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Nous, on a une chaire, la chaire Caroline Durand, qui est justement, c'est Jean-Pierre Gagné qui est titulaire de cette chaire-là. Il travaille beaucoup sur l'audition, d'une part à cause de l'effet de stigmatisation que ça occasionne, puis il s'intéresse beaucoup aux appareils aussi, essayer de travailler sur de l'appareillage qui soit plus adapté. Parce que, évidemment, la première chose à faire, ou une des choses qu'on va envisager quand on a un problème auditif, c'est de s'appareiller. Hein. Il y a différents types d'appareils, et puis on va explorer ça quand on a un problème auditif. On a aussi des aides dans l'environnement, par exemple des aides visuelles, l'adaptation du téléphone, etc. Une question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on commence à porter un appareil, parce qu'il n'y a pas vraiment de critères standardisés, c'est vraiment personnel. C'est quand ça commence à nous embêter, à nous limiter, ben là, on conseille d'essayer d'explorer l'utilisation de l'appareil. Mais beaucoup de gens hésitent à le faire parce que c'est une stigmate. Donc, ils ont l'impression que quand on commence à avoir un appareil, c'est qu'on est vieux, puis il paraît que c'est pas bien d'être vieux. Moi, je trouve ça formidable d'être vieux, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'image que ça projette. Et puis c'est vrai que ça donne un sentiment de vulnérabilité. Ah ben tiens, regarde, elle est vulnérable. Ensuite, ils ne sont pas si efficaces que ça, les appareils, parce que ça amplifie tout, pas juste la personne qui parle, mais aussi l'environnement. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, s'il y a des ustensiles qui claquent, tout va être amplifié. Donc, ça peut devenir agressant. Et c'est là-dessus qu'entre autres, Jean-Pierre Gagné travaille. Essayer de développer de l'appareillage qui soit plus intelligent, si on veut. Ils ont aussi souvent des silements. Hein. On sait ça, que dans certaines conditions, ils vont sciller. Ça peut être aussi difficile pour la personne. C'est important de souligner qu'il y a quand même des services assez intéressants pour les personnes en déficience auditive. Moi, j'ai voulu le mettre parce que je sais que vous allez pouvoir avoir accès à ces diapositives-là. Là, vous ne prenez pas des notes frénétiquement, mais si ça vous intéresse, vous aurez accès aux diapositives. Et ça, c'est des programmes très soutenants. L'Institut Raymond Dewar, qui vont aider, qui sont vraiment spécialisés en déficience auditive, donc il ne faut pas hésiter à consulter. Et puis, penser aux autres stratégies aussi. Réduire le bruit ambiant et
sensibiliser nos proches, faire, comme on appelle, un entraînement à la conversation. C'est-à-dire que quand on parle à une personne, apprendre à nos proches que quand ils nous parlent, si on a un problème auditif, ben obtiens mon attention d'abord. Si vous avez un problème auditif, regardez celui qui vous parle. La personne qui vous parle doit parler lentement, doit articuler, puis ajouter des indices de contexte. Je veux dire, si on donne une phrase plus complète, on a plus de chances de bien comprendre ce qui se dit. Donc ça, ce sont des informations importantes. Alors, je vois le temps qui passe et, mon Dieu, j'en ai rendu qu'au point 4, mais on va parler de manger maintenant, bien manger. Manger sainement, manger en quantité suffisante. Ce qui est intéressant de noter, les jeunes sont toujours obsédés par le fait qu'il faut qu'ils mangent moins. Mais quand les personnes sont âgées et très âgées, c'est le problème inverse qui se passe souvent. 35% des personnes âgées qui vivent à domicile souffrent de dénutrition, ne mangent pas assez. Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons. D'abord, le vieillissement affecte l'appétit. Quand on vieillit, on perd un peu le sens du goût, on perd l'odorat et nos mécanismes de régulation de l'appétit se modifient, ce qui fait qu'on va avoir tendance à moins manger. Mais en plus, moi, je trouve que c'est important, c'est cet élément-là, c'est qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont faire qu'on va moins avoir d'appétit. Les gens vivent seuls, très souvent, donc ça ne nous tente pas trop de faire un repas élaboré quand on vit tout seul. Donc, on va avoir tendance à manger sur le pouce ou à manger des choses congelées ou du fast-food ou rien du tout, ou un bol de céréales, par exemple. Qui mange un bol de céréales le soir parfois? C'est pas grave quand c'est une fois de temps en temps. Mais quand c'est une habitude, c'est un problème parce que c'est une sorte d'aliment. Et puis, évidemment, il y a tous les facteurs médicaux comme les maladies, la douleur, etc., qui vont nuire à l'appétit et qui vont faire qu'on mange moins. Mais ça a des conséquences. Vos besoins nutritionnels ne sont pas comblés. Vous allez affecter votre masse musculaire. Et là, on revient à la première slide de tout à l'heure. Ça, c'est tout un effet qui n'est pas bénéfique. Quelques trucs pour mieux s'alimenter. Prendre l'air avant les repas. Faire des recettes simples. Mais je ne veux pas dire le bol de céréales. Je veux dire sandwich au thon, des œufs, des omelettes, pain à la viande. Pas compliqué, mais nutritif. Le jour où vous avez beaucoup d'énergie, il y a un dimanche, il fait beau, vous êtes super en forme, bien, faites donc une grosse batch, comme on dit, puis faites-la congeler. Puis après, vous allez en avoir, quand vous allez avoir moins d'énergie. Un petit truc important, faire appel aux légumes congelés, c'est tout prêt, c'est facile, mettre ça dans le micro-ondes, ça fait sa job. Utilisez les assaisonnements pour vous aider à goûter puis à trouver ça meilleur. Hein? Fines herbes, des huiles aromatisées. Ça, des fois, ça donne le petit pomme, tu sais, le petit ouh. Et amener le plaisir dans l'assiette et au repas. N'hésitez pas à amener des aliments qui sont peut-être moins santé, mais que vous adorez. Il faut se faire plaisir. Et si vous amenez des amis, invitez des amis, allez manger chez des amis, puis chacun amène son sandwich au thon. Mais ça aussi, ça peut faire en sorte qu'on mange davantage. Alimentation variée, ça, je vais passer. Ça, c'est des choses que vous savez. Vous allez retrouver dans le livre, d'ailleurs. Quelques aliments clés qui sont des aliments, on peut dire gagnants. Hein, le poisson gras. Ça, c'est les petits poissons. Le maquereau, le hareng, la sardine, la truite. C'est très bon, beaucoup d'oméga 3, très bon pour le cœur et très bon pour le cerveau. Les légumineuses. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais ça, c'est formidable parce que c'est quand même un aliment, c'est des protéines et c'est sain, ça permet une plus grande régularité. C'est peu coûteux. Les crucifères et les courges, c'est quoi ça? C'est les choux. Nous, on a un chercheur qui a montré que dans le brocoli, il y a une vitamine qui s'appelle la vitamine K, qui est une vitamine formidable pour vos neurones.
On donne ça à des souris, puis ils deviennent bright, là, Einstein. Alors, n'hésitez pas, on peut les cuire de façon intéressante, mais ça, c'est vraiment des légumes gagnants. Un espèce de truc aussi pour les légumes, c'est la couleur. Plus de couleur, plus de santé. Ce n'est pas les Smarties, là. C'est les fruits et légumes foncés. Donc, plus ils ont de la couleur, les bleuets, brocolis, patates douces, betteraves, poivrons. Il n'y a pas patates, hein? On adore tous les patates. Mais essayez de varier avec des légumes colorés et des fruits colorés. Attention à vous hydrater, très important, surtout avec une journée comme aujourd'hui. On ressent moins la soif quand on vieillit et le fait d'être déshydraté peut vraiment devenir un problème. Les suppléments, on nous demande souvent est-ce que c'est bon de prendre des vitamines, etc. Si vous vous alimentez de façon correcte, si vous avez une alimentation équilibrée, vous ne devriez pas en avoir besoin. Sauf pour 2 vitamines qui sont recommandées, vitamine D et B12. On explique dans le livre pourquoi, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ça, ce sont des prises de suppléments qui sont recommandées en vieillissant. 5e élément dont je vais vous parler aujourd'hui, santé psychologique. J'adore ça, le chiffre le plus formidable. Saviez-vous que les gens sont de plus en plus heureux en vieillissant? Oui, c'est vrai. Le moment où on est le plus malheureux, c'est dans la quarantaine. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et alors, les gens, ils sont bons et ils sont très malheureux et ils sont heureux, puis là, ils deviennent très malheureux dans la quarantaine. Pourquoi? Peut-être le stress, beaucoup de choses. Ils appréhendent le futur, leurs enfants, ils sont génération sandwich. Je ne sais pas, plein de facteurs probablement. Et puis, le bonheur augmente. Bien, parce que probablement que quand on vieillit, bien, on commence à mettre les choses en perspective, puis à se connaître, puis à accepter, puis etc. Alors ça, je trouve ça assez formidable. Beaucoup d'études ont montré ça. Bon. Il reste que le vieillissement, ce n'est pas exempt de défis. Hein. Il y a des défis, il y a toutes les modifications du corps, les ennuis de santé, on a des deuils, on a des pertes, on change notre statut social, notre rôle. L'agisme est un vrai problème aussi dans nos sociétés. Alors, il faut être super adapté quand on vieillit. Ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Parce qu'on change de maison, notre conjoint décède ou il devient malade, ou etc. Il faut beaucoup de force pour affronter tout ça. Et pourtant, les gens le font. Hein? Donc, et puis, les gens sont de plus en plus heureux. C'est quand même assez formidable. Alors, il faut quand même se donner des chances, toutes les chances de maintenir une bonne santé psychologique. Puis, vous allez voir ici, il n'y a rien de différent de ce qu'on suggérait à un jeune. Mais rappelons-nous-le. Rappelons-nous qu'il faut adopter de bonnes habitudes de vie, parce que quand on a de bonnes habitudes de vie, on est en santé, puis quand on est en santé, on est plus heureux. N'oubliez pas d'être un peu égoïste. Faites-vous plaisir. Apprendre à dire non. Apparemment que quand on vieillit, c'est une des choses qu'on apprend. On apprend à limiter les choses, puis à se focaliser sur les choses vraiment importantes pour nous. Apprendre à se reposer. Restez engagé, restez dans la vie, restez impliqué comme vous le faites aujourd'hui. Rire. Il paraît que le rire, c'est un des meilleurs médicaments. Il faut rire, il faut dédramatiser, il faut mettre les choses en perspective. Et il faut choisir ses relations et briser l'isolement social. Ça, c'est un défi. C'est un défi. Je parle de la vie sociale parce que la recherche montre qu'une vie sociale riche, donc avoir des amis, pas nécessairement des tonnes d'amis, là, on ne dit pas d'avoir 3000 amis sur Facebook, mais avoir des amis proches qui sont significatifs, c'est associé à une meilleure récupération après une chirurgie. Ça protège des changements cognitifs associés au vieillissement, associés à la maladie d'Alzheimer. C'est associé aussi à une meilleure, à une meilleure survie. Donc, il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Hein? Donc, entretenez votre vie sociale. Sortez de chez vous, fréquentez vos amis, vos parents, maintenez vos activités de loisirs, surveillez les signes de la dépression, chez vous et chez les autres.
Juste une petite diapositive ici, parce que souvent, on va confondre l'anxiété et la dépression. Hein, l'anxiété, c'est quand quelqu'un anticipe négativement le futur. Hein. Il y a de l'inquiétude, on est nerveux, on peut avoir différents problèmes, mais qui sont aussi qu'on va rencontrer dans la dépression. Alors que dans la dépression, c'est plus la personne est triste, elle regrette, elle rumine les passés, il y a de la culpabilité, elle n'a plus d'intérêt pour rien, etc. Donc, il y a des signes qui sont similaires, mais l'anxiété et la dépression, c'est différent. Ça va être traité différemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on reconnaît des signes de dépression ou d'anxiété? C'est sûr qu'il faut encourager la personne à aller chercher de l'aide parce que ça peut être, on peut prendre soin de ça, on peut améliorer, on peut soulager la personne, mais continuer de la traiter avec respect. Et pour terminer, je vais parler de ce qui mon domaine de spécialité, mais je l'ai gardé pour la fin parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé beaucoup et je ne veux pas avoir l'air de trop de me répéter quand même. C'est l'importance de rester actif intellectuellement. Entraîner votre vitalité cognitive, entraîner votre mémoire. Je vous rappelle que la mémoire, c'est la priorité de santé chez 88% des femmes âgées qui ont été interrogées dans une grande étude canadienne. Je vous rappelle que la maladie d'Alzheimer, elle affecte 15% des plus de 65 ans, 30% des plus de 85 ans. Donc, le cerveau, c'est véritablement une priorité. Et on voit des changements au niveau du cerveau qui sont normaux. Le cerveau réduit de sa taille. On a des changements au niveau de la transmission entre les neurones. Mais évidemment, tout ça, c'est dans un contexte de vieillissement normal. Si ça n'affecte pas votre vie de tous les jours, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Hein. Il faut bien distinguer ce qui est répercussion normale du vieillissement et ce qui est un indice d'un problème de mémoire plus important. Si vous ne pouvez pas vous souvenir d'une conversation qui a lieu il y a 1 an, c'est correct. Ce n'est probablement pas très grave. Mais si vous ne vous souvenez pas d'une conversation qui a eu lieu ce matin, c'est plus inquiétant. Si vous ne pouvez pas vous souvenir du nom d'un comédien qui jouait dans District 9, là, tu sais, le gars. Bon, OK. Le problème, c'est que si on ne se souvient pas des gens proches de nous, si on oublie nos rendez-vous des fois, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais si on oublie de payer ses comptes régulièrement, c'est plus inquiétant. Donc, vous voyez qu'il y a quand même les oublis dans la vie de tous les jours, c'est normal, ça arrive. Bon, comme neuropsychologue ou comme médecin, on va, nous, essayer de faire la part des choses entre ce qui est normal et pas normal. Mais il ne faut pas s'inquiéter quand on a des oublis parce que ça fait partie du processus normal du vieillissement. On sait que la mémoire va diminuer avec l'âge, on sait que notre vitesse de pensée est un peu plus ralentie, on a un peu plus de mal à faire 2 choses à la fois. Et ça, ce sont des changements tout à fait normaux. Il y a des fonctions qui s'améliorent avec l'âge. L'intelligence demeure intacte, on est content. Le jugement se raffine. On a un meilleur jugement, généralement. Notre vocabulaire et les connaissances sur le monde s'améliorent. Donc, si on compare un jeune de 20 ans avec des gens comme vous, si vous avez 75 ans, et on vous pose des questions de connaissances, de vocabulaire, etc., vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est de la mémoire, ça. Donc, c'est faux de dire que la mémoire se détériore. Hein. Il y a beaucoup de choses qui continuent de s'améliorer. Et d'ailleurs, le cerveau reste très plastique. Et ça, c'est une des choses qu'on a découvert ici dans notre centre de recherche. Le cerveau reste très, très plastique malgré dans le grand âge. Il faut quand même avoir des stratégies pour le maintenir en santé, notre cerveau. Puis, comme on est là pour vous aider à avoir un cerveau en santé, voici quelques suggestions. Bon, rester actif physiquement, je l'ai mentionné tout à l'heure, bien dormir, éviter la cigarette, hein, ça c'est pour votre santé vasculaire, rester actif socialement, certains médicaments qui ont un effet sur la mémoire et se bâtir une réserve cognitive. La réserve, ben, c'est ça, la réserve. La réserve, c'est juste de dire qu'il y a certaines personnes
qui se sont bâtis au cours de leur vie une réserve. Ils ont l'air d'avoir plus de neurones, des réseaux cérébraux plus riches, plus efficaces. Et ça les protège de l'impact du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas qu'ils avaient une plus grande réserve à la base. C'est qu'ils ont fait des choses dans leur vie qui ont augmenté leur réserve. Et les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris des nouvelles choses. Ils ont été très stimulés intellectuellement et très stimulés socialement. Donc, c'est ça que vous pouvez faire dans votre vie, comme adulte ou comme personne qui vieillit. Apprenez des nouvelles choses, prenez un cours de danse, faire une auberge espagnole, écrire un livre de recettes, faire un voyage organisé, écrire un journal de voyage, etc. Donc, voilà, il y a plein d'activités qui sont à la fois stimulantes pour le cerveau, stimulantes pour votre cœur et qui vous permettent de vous bâtir une réserve cognitive. Bon. Juste aussi vous dire qu'il existe des programmes qui permettent de stimuler la cognition. Un de ceux-là est le programme MEMO dont vous a parlé tout à l'heure David Lucier. Et vous pouvez aussi participer à de la recherche. Par exemple, nous, on est en train de commencer un projet de mémoire, de recherche sur l'entraînement de la mémoire, l'attention, la mémoire de travail, la concentration. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ce type de programme, c'est sûr que ça, c'est le type d'intervention qu'on est en train de développer pour favoriser la cognition des personnes âgées. Alors, pour conclure, bien vieillir, c'est à la portée de tous. Et une question que j'aimerais vous poser pour finir, quel âge auriez-vous si vous ne connaissez pas votre âge? Si je vous demandais, vous avez quel âge dans votre tête? Ben, je peux vous dire, il y a des chercheurs qui ont fait ce type de recherche, qui ont posé ce type de questions. En général, les gens ont 10 ans, 15 ans dans leur tête de moins que leur âge chronologique. Hein, c'est vrai? Alors voilà, vous êtes très jeune en fait, et c'est formidable. Merci.